Vraiment une petite présentation du CPP de la Meuse. La Meuse est un département essentiellement rural, 192 000 habitants pour vous situer un petit peu, à mi-chemin entre Paris et Strasbourg. Je vous fais rapidement une présentation historique très brève. Donc un petit rappel des textes, un petit rappel de l'histoire des ateliers relais en Meuse, parce que je précise que j'ai trouvé un chiffre là, mais qui date un petit peu. En 2007, il y avait en France 373 dispositifs relais. Donc c'est pour vous donner une idée d'un exemple du dispositif relais mis en place, même si je pense qu'avec le dernier texte de 2006, il y a eu une certaine forme d'harmonisation dans les modalités, dans les dispositifs, dans la mise en place des dispositifs dans les différents départements. En termes de convention, il est établi annuellement une convention entre le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Justice au travers de la PJJ, le Conseil général, puisqu'il est partie prenante, ne serait-ce qu'au travers de la mise à disposition de locaux ou de transport pour la prise en charge des transports des élèves concernés. L'établissement de soins, donc, qui va être l'établissement support de ce dispositif, donc en l'occurrence en Meuse, c'est le CMPP. Et puis il y a quelques associations, soit des associations reconnues d'utilité publique, soit des associations en charge d'animation comme la FOL, si ça existe dans vos départements, ou d'autres associations type OCCE ou autres qui peuvent aussi intervenir et être partie prenante de l'élaboration des projets. Le financement au travers des conventions, il y a un financement donc, qui est piloté par l'inspection académique, donc par l'Éducation nationale. Et même si, vous le savez tous, on vit dans un contexte de tension budgétaire assez important, simplement à titre d'exemple, nous on est dans ce type de dispositif depuis 2008. La première année, il y avait 32 000 € pour faire fonctionner ces différents dispositifs. Cette année, ils en sont à 6 900 €. Bon, ça, je ne vous apprends rien en vous disant que la crise est passée par là, les difficultés. Et malgré cela, je veux dire, le dispositif fonctionne quand même parce que c'est un coût de fonctionnement quand même qui n'est pas global, puisque très schématiquement, ce dispositif a lieu dans un collège qui met à disposition ses locaux, donc ça ne coûte rien en termes de fonctionnement pur. La PJJ met à disposition un demi-poste d'éducateur. L'Éducation nationale prête du personnel. Il y a le référent du dispositif qui est une enseignante, mais à disposition quasiment à plein temps pour s'occuper de ce dispositif. Et vous voyez, donc il y a déjà quantité d'intervenants qui prennent déjà ça sur leur fonction habituelle. Le dispositif concerne un secteur géographique précis qui va concerner, je ne sais pas, par exemple, nous, dans le sud meusien, ça correspond à 6 ou 7 collèges du secteur. Les principaux, les profs, etc., proposent des enfants, des ados à la commission d'admission. La commission examine les situations et propose ou non le dispositif relais. Avec toujours en arrière-plan l'idée que les enfants qui participent à l'atelier relais, les ados, pardon, ne sont pas c'est pas un dispositif pour mettre à l'écart. C'est un dispositif temporaire. Et ce qu'on regarde en premier, depuis cette année où je suis parti de la commission d'admission, c'est quel est le projet du collège lorsqu'au bout de 4 semaines, il va récupérer l'ado. Hein, parce qu'un ado qui est absent, je sais pas, 120 demi-journées par an, ou qui n'est plus scolarisé depuis 2 mois, enfin des choses comme ça, ou qui dysfonctionne, entre guillemets, par rapport aux normes du collège, il ne s'agit pas de dire on est tranquille, il n'est plus là. Non, ce qui nous importe, c'est le projet aussi du collège. Qu'est-ce que le collège propose au retour de l'élève? Est-ce qu'il met en place un parcours avec une découverte professionnelle un peu plus accrue? Est-ce que ça force, je trouve aussi, les collèges à avoir une vision différente de l'enfant et de l'adolescent et de construire des modes presque individualisés de prise en charge, alors que la mission du collège, avec la scolarisation de masse actuellement en France, elle va plutôt à l'inverse. Et je trouve que ce dispositif, bien qu'il soit, au début on le considérait un peu léger, avec cette histoire de 4 semaines, on s'aperçoit que quand même ça peut avoir des effets auprès des enfants, auprès de leur famille. C'est la dimension familiale que j'ai omis dans mon discours. Tous les enfants, une fois qu'ils sont admis, choisissent un prof référent au sein de leur collège. C'est eux-mêmes qui le choisissent. Cette dimension-là est assez originale, je trouve.
Ils signent un contrat, vous savez, c'est un peu la grande mode dans l'éducation nationale et ailleurs de signer des contrats, de faire signer des contrats aux enfants, y compris. Donc ils signent quand même un contrat en s'engageant à venir, ce qui n'est pas gagné au départ. Et les familles s'engagent aussi pour appuyer ces démarches. Donc les familles sont associées, elles sont reçues par le principal du collège qui leur propose ce dispositif et ça se fait évidemment en concertation avec les familles. Qu'est-ce qu'on y fait donc dans cet atelier-là? On a proposé 3 interventions. On a proposé un atelier de raisonnement logique au cours d'une session. On avait fait ça avec une orthophoniste et un RPP. Excusez-moi. Si ça n'existe plus. On a proposé un atelier d'écriture donc qui fonctionne depuis le début et qui continue de fonctionner. À chaque fois par un RPP et un psychologue. Et on propose aussi un atelier groupe conte philosophique, donc animé par un RPP et un psychologue. Donc le RPP, ça a toujours été moi au cours des 3 années, et les psychologues, ça varie d'une session à l'autre. Donc on a déjà fait ce travail de groupe conte philosophique avec 3 psychologues différents. Et bon, on a l'autre intervention qui est celle au cours de la réunion d'équipe. Donc on est invité, nous, en tant qu'intervenants. Et puis, il y a toujours donc, une psychologue qui joue le rôle de superviseur, entre guillemets, parce que moi, je ne suis pas formé pour savoir exactement ce que c'est, mais il semblerait qu'elle apporte beaucoup d'éclairage quand même. Elle est très appréciée par l'ensemble de l'équipe, notamment tous les enseignants, qui sont très demandeurs du regard qu'elle peut apporter, parce qu'elle est capable de permettre de distancier, etc. Mais moi, je vous propose de vous parler un petit peu du groupe conte philosophique, parce que c'est un travail qu'on fait à l'intérieur du CMPP depuis 3 ans, et donc qu'on a exporté, entre guillemets, hors nos murs, pour se retrouver entre les murs. Et quand je dis qu'on va se retrouver entre les murs, c'est toutes les références cinématographiques, là, parce qu'on a vraiment l'impression d'être entre les murs. C'est pas simple. On a l'impression de se retrouver confronté à une réalité peut-être à laquelle on échappe parfois quand on est dans nos murs. Même si on travaille avec un groupe, même si on travaille avec des ados, quand on va à l'intérieur du collège, dans les locaux de l'atelier relais qui se trouvent à l'intérieur du collège, on a vraiment l'impression d'être chez eux. Et quand on arrive, on est chez eux. Peut-être 2 mots sur le choix du groupe conte philosophique. Pourquoi groupe conte philosophique? C'était pas nécessaire de reprendre tout le travail, tout ce qui a été dit par Serge Boimard concernant les enfants empêchés d'apprendre, empêchés de penser, et puis la nécessité ou les grands avantages qu'on a à leur permettre de dire, de réamorcer des choses au niveau de la pensée, de la parole. Relancer la pensée à partir de débats à la suite de contes qu'on choisit. Moi, je l'ai choisi surtout dans un petit bouquin de Michel Picmal, peut-être que certains connaissent, qui s'appelle Les Philofables. Et donc, c'est souvent notre support, au moins 9 fois sur 10, quoi. Ça, c'est au CMPP, en tout cas. Donc, on échange sur les sentiments, sur les valeurs qui organisent la vie, des allers-retours entre le réflexif, le collectif. On essaye d'exercer son intelligence, sa sensibilité. Et le fait de travailler sur cette pensée-là, ça plaît toujours aux ados, parce que, moi, comme ils font comme ça, des fois, pour montrer que, bon, finalement, ils ont peut-être pas l'air, mais hein, ils pensent eux aussi. Et ils ont des choses intéressantes à dire. Donc, apprendre à penser, ça c'est quelque chose qui était essentiel à un moment donné dans notre démarche. Et aussi de travailler en groupe, parce qu'on peut faire ce travail de pensée, mais en individuel, d'ailleurs tout le monde le fait à certains moments. Mais là on s'est dit que le groupe, et on avait fait une réunion de début d'année en 2008, où notre directrice médicale, Madame Couy, avait parlé essentiellement
du groupe d'enfants comme approche thérapeutique en soi. L'objet groupe comme médiation. Et donc l'idée de travailler sur la pensée, l'idée de travailler en groupe, ça fait déjà, on est tout prêt, hein. Mais ensuite de choisir la philosophie. Alors peut-être c'est pas tout à fait le bon terme, hein, parce que personnellement je suis pas, j'ai pas de formation en philosophie, j'ai passé mon bac il y a longtemps, c'est tout. Et par contre, on s'aperçoit que pour faire de la philosophie, on n'est pas obligé de connaître le programme de terminale, hein. On est censé peut-être essayer de savoir qu'on peut avoir trois approches. L'approche psychanalytique, l'approche citoyenne. Alors ça peut être en référence à Freinet, hein, pourquoi pas. Puisque finalement, quand il faisait réfléchir des enfants, quand il leur donnait à exprimer des choses, il en faisait un petit peu. Et puis l'approche purement philosophique. Et l'approche purement philosophique, c'est quoi? C'est l'approche qui pose la question des peurs. Les peurs de la mort, peut-être, sûrement, en définitive c'est celle-là, mais philosopher, c'est essayer de vaincre ses peurs. Que ce soit la peur de se tromper, la peur de ne pas être juste, la peur de ne pas être libre. En fait, c'est pour lutter contre ça qu'on est obligé de penser, pour savoir si on est vraiment libre, si on est vraiment dans la justice, ou si on est vraiment autour des notions comme la vérité. C'est la peur. Et on s'aperçoit que finalement, choisir groupe philosophique avec des gamins qui sont en difficulté, bah, c'est quand même bien pour les aider à vaincre leur peur aussi. Peur d'apprendre ou peur d'être différent, ou je sais pas trop, on pourrait en parler longtemps. Et donc, on a choisi groupe conte philosophique. Conte, parce que je trouve que c'est une bonne base pour éveiller, susciter des premières réactions. Donc ça, ce travail-là, on le fait au CMPP depuis 3 ans. On sait que c'est un travail donc thérapeutique important, sur le long terme, avec un psychologue toujours. Et on s'est dit, on va l'exporter. Mais on va l'exporter dans le cadre de l'atelier relais. Le cadre de l'atelier relais, c'est un groupe de 6 gamins qu'on n'a jamais rencontrés, qui ont signé un contrat, tu le disais, mais comme ils disent souvent, eh, monsieur, vous avez rien compris, le contrat, on n'avait pas de choix. Hein. De toute façon, c'était ça où j'étais viré. Et puis il y avait mes parents, donc j'ai bien été obligé de signer le contrat, donc sinon je me... Donc voilà, ils signent le contrat. Donc c'est peut-être un bémol quand on décrit comme ça l'atelier relais, adhésion, contrat, machin. Bon. L'idée qu'ils arrivent comme ça et que nous, on doit exporter finalement un truc sur 4 séances avec des gamins qui n'ont pas forcément envie. Avec, ils ont reçu, j'ai peut-être un emploi du temps quelque part, un truc, une petite grille comme ça, où c'est marqué, mardi, 13h, ce sera conte philosophique avec M. Colomb et Mme Tournin. Alors quand on arrive, un bouffon, machin, je veux dire, des rires provoquent, pourquoi vous êtes venu, vous auriez mieux fait de rester. Je veux dire, c'est aussi ça l'accueil. Hein. Et donc, on se dit, bon, là, on a 4 séances à faire quand même. Hein. Donc, on se dit, on va recommencer à se présenter. On se présente. Oh là là, comment je vais me présenter, moi qui ai un nom bizarre, parce que RPP, déjà ici, c'est difficile, parce que tout le monde n'est pas d'accord. Alors, bon, je suis rééducateur, je m'occupe d'enfants, bon, des petits. Bon, et ma collègue, je suis psychologue, oh, on n'est pas des gogoles, oui, ça c'est vrai. Alors d'emblée, hein, ça c'est... Et on a 4 séances, quoi, bon. C'est pas facile. Il y a beaucoup de suspicions, quoi, beaucoup de... Alors après, on reprend un petit peu du poil de la bête, on se dit, voilà, ouais c'est vrai, sur votre emploi du temps, c'était marqué ça, mais qu'est-ce que vous en avez pensé, alors? Quelles sont vos représentations? Qu'est-ce que ça dit pour vous, ça?
les contes, la mort, les prédictions, philosophique. Ils mélangent philosophe et psychologue, souvent d'ailleurs, ils mélangent. Bon, c'est pas complètement faux, hein. Mais en tout cas, bon, ils mettent ça, c'est vieux, c'est barbu, ça va, mais bon. Et on met en place donc petite discussion comme ça. Ils se disent ouais bon, ceux-là ils réagissent peut-être un peu, ça va. Ils n'ont pas tombé dans le piège tout de suite parce que de l'agression quoi. Donc on arrive à exporter sur la première demi-heure notre travail sans trop de difficultés. Et puis après il faut bien se lancer quoi. Donc on propose de choisir un thème. Et puis de parler, on explique un petit peu comment ça se passe, qu'on ne va pas juger, que ce qui est important c'est de s'écouter, c'est qu'on ne parle pas tous en même temps, on propose éventuellement un bâton de parole. Juste une petite anecdote, le bâton de parole on l'a vite transformé. Transformé en parce que, je veux dire, on s'est dit là, on n'aurait pas dû quoi. Donc on l'a transformé, on avait pris une petite bobine, c'était on l'a appelé le fil d'Ariane, et puis on avait travaillé sur Thésée, le Minotaure, le labyrinthe, Ariane, tout ça. L'idée de cheminer sans trop se perdre, pouvoir prendre des risques, pouvoir avancer, pouvoir hésiter, etc. Ça nous allait bien. Donc on s'est dit on va prendre le fil d'Ariane, on laisse tomber ce bâton de parole. Et puis donc on choisit un texte, donc on leur propose souvent la page sommaire, hein. Ils regardent, ils veulent pas, ils veulent, bon. Ça. Finalement ils choisissent un ou deux titres, on met ça sur un tableau, et puis on essaye de choisir ce titre. Ensuite, pour le choisir, ben, il faut voter. Bon, ils trouvent des moyens, à chaque fois c'est un peu différent. Bon, tant bien que mal, on trouve les mêmes sujets souvent ressortent. Il y a peut-être 150 titres qu'on propose. Tous les sujets, tous les titres dans lesquels il y a la mort sortent à chaque fois. Tous les titres dans lesquels les problèmes de justice ou d'injustice sont lisibles dans le titre aussi sortent facilement. Et donc, bon, après, il faut lire. J'insiste sur ça parce que on rame quand même. On rame vraiment dur. Hein, parce que... la promotion des ateliers. Non, mais j'explique que c'est difficile. C'est difficile et quand on rame comme ça, on a le moral parce que le directeur il nous supporte. Mais on arrive un petit peu à ce que ce soit lu, à ce que ce soit écouté, parce que bon, je veux dire, ils bougent, ils font tout ce que Serge Boismard dit au niveau des comportements. Alors, mais il est venu en conférence à Bar-le-Duc. En fait, quand on l'a écouté, on était avec d'autres personnes qui sont à l'atelier Orléans, on se dit, bah oui, ils agissent exactement comme ça. Ils mettent tout ça en place pour ne pas penser, pour ne pas faire, pour ne pas travailler. Finalement, on rame une première séance, et puis on choisit un autre sujet. Et là, ça devient un petit peu magique, parce que ce que moi j'imaginais, c'est que c'était quand même un petit peu une drôle de gageur de... Ça marche plus. On lui a coupé la parole. On m'a coupé. Donc on pensait que c'était quand même très difficile de travailler sur 4 séances, mais qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui va en rester quoi. Et bien il en reste que il y a beaucoup de jeunes qui disent à un moment donné, oh là là, c'est la première fois que ça m'arrive moi de travailler comme ça, de penser, de dire des choses sur la mort, sur ce qu'ils pensent de la justice ou de l'injustice, de ce qui est vrai. Et puis bon, on interroge aussi à chaque fois, des fois on peut aller un peu plus loin, parce que finalement philosopher c'est aussi faire tomber des préjugés. C'est-à-dire interroger, à chaque fois qu'on a une affirmation, interroger si cette affirmation elle va résister, jusqu'où elle résiste. Et ces gamins-là, à un moment donné, je dis pas tous, parce que là vous allez dire, il en fait beaucoup, c'est pas possible quoi. Mais c'est possible quand même que certains, ils arrivent à accrocher, à se dire mais moi c'est la première fois et c'est super quoi, de penser comme ça. Donc on a réussi à exporter un petit peu
Ça, pour réussir, on travaille bien sûr avant avec l'équipe un petit peu. À mon avis, pas assez. C'est vrai qu'on est bien intégré, tout ça, au niveau du schéma, quoi, mais concrètement, on n'a pas le temps. Il faudrait qu'on se voit bien avant, qu'on sache un petit peu comment ça se passe, le groupe, comment il s'organise, et ça, on découvre, et il faut vite adapter, quoi. Donc, l'histoire de cette valeur expérientielle du groupe compte pour certains gamins, je trouve que c'est quand même très intéressant au niveau du collège. Et même si ils se cachent, hein, au sérieux, on n'arrive pas à avoir une discussion comme on pourrait imaginer entre gens comme ça, entre adultes. Non, ça part dans tous les sens, il faut relever toujours des petits indices, etc. Ce travail-là, il est d'autant plus intéressant qu'il est fait avec le regard, l'éclairage d'un psychologue, qu'on travaille tous les deux, tout le temps. Et ça, c'est quelque chose qui permet, autant dans le travail au CMPP que dans le travail à l'atelier relais, d'être assez, j'allais dire efficace, c'est prétentieux. En tout cas, on sent qu'il se passe quelque chose et que c'est possible. Donc, moi, je peux vous parler de ça parce que je travaille en philo. Je pense que l'autre rééducateur et la psychologue qui travaille aussi en atelier d'écriture, donc sur 4 séances, arrivent aussi à des choses intéressantes. Après, la frustration, c'est quand ça s'arrête. Parce que, et c'est là, tu disais, il y a des gamins qui sont venus consulter. Ben oui, il y a des gamins qui ont consulté au CMPP, il y a des gamins qui ont consulté au CMP. On a travaillé avec la PJJ, au cours des réunions d'équipe, on arrive à mettre en place. Mais on s'aperçoit que finalement, ces gamins-là, ils auraient besoin de beaucoup d'aide. Parce qu'ils repartent de l'atelier relais, c'est un peu compliqué, quoi. Des fois, les profs les ont marqués absents pendant un mois. Parce qu'ils étaient à l'atelier relais, ils étaient absents. Dire, pour des gamins pour lesquels l'absentéisme, c'est peut-être le symptôme numéro 1, c'était pas mal vu. Il y en a qui disent, bon, bah, maintenant que tu es revenu, tu ne la ramènes pas. J'espère que... Je veux dire, 2 jours après, ça répète. Hein, parce que les gamins qui viennent, quand même, c'est un concentré. Hein. Vous voyez le gamin qui pose le plus de problèmes au collège de Vaucouleurs. Vaucouleurs, vous connaissez? Jeanne d'Arc. Celui de Bar-le-Duc, celui de Revigny et encore d'autres, Ligny. Donc, tout ça sur une distance, un rayon d'environ 40 km. Et vous les mettez ensemble, et je veux dire, il y a un moment où on a l'impression qu'ils font une compétition, hein, quand même. Et c'est à celui qui sera le plus irrespectueux, etc., qu'il ne faudra pas qu'il faiblisse, hein, c'est pas. Alors sur 4 séances, assez difficile à gérer. Juste alors une petite histoire, elle est très courte. Ça s'appelle le prix d'une gifle. C'est un conte du Moyen-Orient. Un jour, un pauvre se dispute avec un riche. Le ton monte, sans plus de préambule, le riche gifle le pauvre. Celui-ci, qui ne comptait pas se laisser faire, porte l'affaire devant le juge. Le juge écoute les 2 plaignants et décide que l'homme riche donnerait en dédommagement à l'homme pauvre un bol de riz. Alors le pauvre s'approche du juge et lui donne une grande gifle sonore. « Mais tu es fou !» crie le juge. « Qu'est-ce qui te prend ?»« Oh, rien du tout, dit le pauvre, juste une envie. Je me passerai du bol de riz, vous n'avez qu'à le garder pour vous. » Alors, et là, je veux dire, vous avez déjà envie de dire des choses, mais eux, spontanément, ils disent, hein, c'est parti, hein, là, foutage de gueule. Quoi, alors oui, c'est un foutage de gueule. Bon, ça, c'est le début. Ensuite, on parle d'une peine. Quelle peine? Les riches, les pauvres, la même justice pour tout le monde. Œil pour œil ou pas œil pour œil? Qu'est-ce que c'est qu'une justice juste? Quel est le rôle d'un juge? La peine de mort, oui? Non? On peut se tromper? Pourquoi il a fait comme ça? Qu'est-ce qu'il fallait faire aux riches? Il fallait au moins que ça le prive, etc., etc.
Donc on arrive à élaborer vraiment de la pensée et puis à construire une capacité à voir un peu plus loin que foutage de gueule.